Dans le chapitre précédent, donc, nous avons vu les concepts en général concernant les bases de données, les SGBD. On a vu la définition d'une base de données, la définition d'un SGBD, les objectifs attendus d'un SGBD. Et on a vu quelques modèles de données utilisés dans les SGBD. On a vu en particulier les modèles hiérarchiques et réseaux, c'est les anciens modèles de SGBD qui correspondent respectivement aux SGBD hiérarchiques et aux SGBD réseau. Ensuite, nous avons vu le modèle entité-association. Bon, je vous ai dit que vous avez déjà vu ça avec le MCD dans Meurice. MCD Meurice, c'est un cas qui utilise le modèle entité-association. On a dit que c'est un modèle purement conceptuel. Il n'y a pas de SGBD qui implémente directement le modèle entité-association. On a dit le modèle entité-association, il est utilisé en conception, on utilise pour concevoir un schéma. Ensuite, ce schéma, il est traduit dans le modèle logique du SGBD. Si c'est un SGBD hiérarchique, on va le traduire dans le modèle hiérarchique. Si c'est un modèle réseau, il est traduit dans le modèle réseau. Si c'est un modèle relationnel, il sera traduit dans le modèle relationnel. C'est le MLD, le schéma logique de la base de données. Donc, le MLD de Meurice, c'est un modèle relationnel parce que c'est le modèle qui est le plus utilisé en pratique. Les bases de données qui existent, la plupart, c'est des bases de données relationnelles. Et donc, le modèle relationnel, pourquoi il a eu ce grand succès? La plus grande caractéristique qu'il a, c'est la simplicité. La simplicité que devrait avoir tout SGBD, d'accord, ou tout modèle de données. Donc, tout modèle de données doit avoir cette caractéristique de simplicité. Le relationnel, il a réussi grâce à ça. Donc, dans le modèle relationnel, on voit les données sous forme de table. D'accord? On parle pas de, dans le modèle relationnel, on ne parle pas de pointeur, ni de chaînage, ni de. Donc, il y a un seul concept, c'est la relation. D'accord? La relation, donc on a pris le terme relation du terme mathématique relation. Donc, une entité est représentée sous forme de relation. Une relation, elle a un nom, un ensemble d'attributs, d'accord, qui correspondent aux propriétés de cette relation. Donc, une entité est représentée par une relation. Le schéma de la relation, c'est le fait d'écrire la relation étudiant, je vais l'écrire comme ça, le nom de l'étudiant, entre parenthèses, la liste de ses attributs. C'est ce qu'on appelle le schéma de la relation. Si je représente l'extension de la relation, je la représente sous forme d'un tableau comme ça. Le schéma, je le mets comme c'est l'entête, qui va me donner les noms des colonnes. Et les différentes lignes, c'est mes enregistrements, mes records, qu'on appelle tuples. Tuple ou un uplet. Une extension, c'est un ensemble d'occurrences de ma relation. Chaque attribut correspond à une colonne dans mon extension et chaque tuple correspond à une ligne. P1, qui a le nom vis, le matériau fer, le poids 12, la ville Alger, c'est une occurrence de ma relation pièce. Chaque attribut prend ses valeurs dans un domaine. Donc le domaine, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre un attribut. Je peux avoir, bien sûr, plusieurs attributs avec le même domaine, s'ils ont le même type. J'ai donné dans le chapitre 1 la terminologie du modèle relationnel. Donc vous trouverez tous les termes qu'on utilisera. Alors scalaire, la plus petite unité sémantique de données. C'est comme le nom d'un étudiant, le poids d'une pièce. C'est une valeur. C'est une valeur atomique. C'est pas une valeur, ça ne peut pas être une valeur composée. Elle n'est pas complexe. Le domaine, c'est un ensemble de valeurs scalaires du même type. Un attribut, c'est une propriété. Au niveau d'un enregistrement, c'est un champ. Et on doit le définir dans un seul domaine. Toutes les valeurs que je vais mettre dans cet attribut doivent appartenir à ce domaine-là. Relation, donc, c'est comment représenter mon entité sous forme de relation. On va voir la définition. Le tuple, on dit aussi uplet, n uplet, ça correspond à une ligne dans une relation. La cardinalité, c'est le nombre de tuples d'une relation. Le degré, c'est le nombre d'attributs d'une relation. Donc au niveau de la table, la cardinalité, c'est le nombre de lignes. Le degré, c'est le nombre de colonnes. Définition de la relation, soit D1, D2 jusqu'à Dn, c'est un ensemble de domaines.
nécessairement distincts, une relation R, définie dans D1, D2 jusqu'à Dn, est un sous-ensemble du produit cartésien de D1, D2 jusqu'à Dn. Alors, pour vous expliquer cette définition, j'appelle D1 le domaine de NP, D1 le domaine du nom, D2, D3 le domaine de matériaux, D4 le domaine de poids et D5 le domaine de ville. Si je fais le produit cartésien, ça veut dire c'est D1 fois D2 fois D3 fois D4 fois D5. Qu'est-ce que vous aurez comme ligne? Dans les lignes de votre table, vous aurez toutes les combinaisons possibles entre les valeurs de ces domaines-là. Puisqu'on a dit qu'une relation, elle a les attributs qui sont définis dans ces domaines, donc toutes les valeurs de ces attributs appartiennent à ces domaines-là. Donc, quelles que soient les valeurs que je vais prendre ici, ma relation va être un sous-ensemble de mon produit cartésien. Donc ça, c'est la définition mathématique de la relation. On va voir maintenant la notion de clé. Donc, on va d'abord parler de clé candidate. Vous, ce que vous avez vu dans le MCD, c'est l'équivalent de la clé primaire. Donc, on va voir d'abord la clé candidate. Clé candidate, j'ai une relation R. Une clé candidate C de cette relation, c'est un sous-ensemble d'attributs. Pourquoi je dis un sous-ensemble? Parce que la clé, elle peut être composée d'un seul attribut, comme elle peut être composée de plusieurs attributs. D'accord? Si elle est composée de plusieurs attributs, donc c'est un sous-ensemble d'attributs de R qui vérifie deux propriétés. La première propriété, c'est qu'il n'existe pas de n-uplets, de tuples, de lignes distinctes ou différents, de n-uplets différents dans R, qui ont la même valeur de la clé. C'est ce qu'on appelle la propriété d'unicité. Ça veut dire que je vois toutes les lignes de ma relation. Je ne peux pas avoir la valeur de cette clé qui se répète. Ensuite, puisqu'elle peut être composée d'un ensemble d'attributs, je ne peux pas avoir un sous-ensemble de cet ensemble qui a la propriété d'unicité. C'est la propriété d'irréductibilité. Elle doit être irréductible. Je ne peux pas la réduire. Par exemple, C, elle est formée de A1, A2, A3, trois attributs. Et je sais que A1, A2 seuls ont la propriété d'unicité. Donc, je peux enlever le A3. Il ne sert à rien. C'est une clé que je peux réduire. Elle n'est pas une clé candidate. Une clé candidate, je ne peux pas la réduire. Elle est irréductible. Donc, je répète, elle est unique, elle ne se répète pas. En plus, elle est irréductible. C'est-à-dire, irréductible, si elle est formée d'un seul attribut, forcément, elle est irréductible. Mais si elle est formée de plusieurs attributs, ça veut dire que j'ai besoin de tous ces attributs pour identifier ma ligne, pour reconnaître la ligne ou le tube que je cherche. Je donne un exemple. La relation produit, qui contient numéro produit, désignation et prix unitaire, on a défini un numéro de produit. Je ne permets pas qu'on ait deux produits différents avec le même numéro P. Donc, le numéro num P est unique. Il a la propriété unique. La même chose, la désignation, c'est le nom du produit. Je ne vais pas donner à deux produits différents la même désignation, le même nom. Et donc, la désignation aussi, elle a la propriété d'unicité. Ça veut dire que je ne peux pas trouver dans ma relation produit, si je vais voir toutes les lignes, je ne peux pas trouver de lignes avec le même num-p, ou bien deux lignes avec la même désignation. Donc, num-p est unique. Est-ce qu'il est irréductible? Oui, c'est irréductible. Je ne peux pas réduire num-p, c'est un seul attribut. Donc, num-p est une clé candidate. Désignation, la même chose. Elle est unique, elle ne se répète pas, et en même temps, c'est un seul attribut. Je ne peux pas réduire. Donc, c'est une clé candidate. num-p est une clé candidate. Désignation est une clé candidate. Remarque, quand vous dit que chaque relation possède au moins une clé candidate, parce qu'au pire des cas, vous allez prendre tous les attributs. Si je n'arrive pas à trouver un sous-ensemble qui a la propriété d'unicité et d'irréductibilité, ça veut dire que ma relation, la clé, c'est tous les attributs. D'accord? Donc, elle a au moins une clé candidate. La clé primaire,
On vous dit, si la relation a plusieurs clés candidates, le modèle relationnel exige que seule une de ces clés soit choisie comme clé pour la relation. On appellera ça une clé, la clé primaire. Les autres clés qu'on n'a pas choisies resteront des clés alternatives. La relation produit qui a deux clés candidates NumP et désignation, on va choisir comme clé primaire NumP. Une super clé de la relation R, c'est un ensemble d'attributs qui inclut au moins une clé candidate. Je vais vous donner un exemple. Ici, NP, c'est une clé candidate. Je ne peux pas trouver deux lignes différentes avec la même valeur et elle est irréductible parce qu'elle est formée d'un seul attribut. Supposons que je vais prendre NP virgule non. Alors vous allez me dire, est-ce que NP virgule non a la propriété d'unicité? Oui. C'est-à-dire que je ne peux pas trouver deux lignes différentes avec le même NP, le même nom. Par exemple, si je fais P1 vis, je ne vais pas trouver P1 vis quelque part. Pourquoi? Parce que P1 déjà ne se répète pas. Si je prends P2 boulon, je ne vais pas trouver P2 boulon parce que déjà P2 ne se répète pas. Donc, quand j'ajoute un ensemble d'attributs qui contient une clé candidate, il a la propriété d'unicité. Mais il n'a pas la propriété d'irréductibilité. Elle est irréductible si elle ne contient pas un sous-ensemble qui est une clé candidate. Ici, quand je fais NP non, NP elle-même est une clé candidate. Donc, NP non ne peut pas être une clé candidate. Elle n'a pas la propriété d'irréductibilité. C'est une super clé. NP non, c'est une super clé. C'est un ensemble d'attributs qui contient au moins une clé candidate. D'accord? C'est la définition de la superclé. Ça veut dire que la superclé, elle a la propriété d'unicité. C'est dû au fait qu'elle contienne une clé candidate, mais elle n'a pas forcément la propriété d'irréductibilité parce qu'elle peut contenir des attributs en plus. C'est la définition donc de la superclé. Alors pourquoi on a besoin de ce genre de clé? Vous allez me dire pourquoi, puisqu'on a la définition, la clé candidate, la clé primaire, à quoi sert ce genre de notion, la superclé? Elle va nous servir pour déterminer nos clés candidates. D'accord? On verra après comment on va utiliser cette notion de superclé pour déterminer nos clés candidates. Quand on a une relation, on ne connaît pas la clé candidate, d'accord? Pour définir la clé primaire et pour trouver les clés candidates. Pour chercher les clés candidates, on va utiliser la notion de superclé. Donc, on vous dit qu'une superclé, elle a la propriété d'unicité, mais pas la propriété d'irréductibilité. Une clé candidate est une superclé. L'inverse n'est pas vrai. Une clé candidate est une superclé puisqu'elle contient elle-même une clé candidate, d'accord? Mais c'est une superclé irréductible, si on veut. L'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire une superclé n'est pas forcément une clé candidate parce qu'elle peut contenir des attributs en plus. C'est clair, la différence avant de passer à la clé étrangère, vous avez compris la différence entre clé candidate, clé primaire, superclé? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame. D'accord? Alors maintenant, la notion de clé étrangère. Alors, vous voyez le mot étrangère. Donc, on est dans une relation, on a une clé, mais elle est étrangère à cette relation. D'accord? Ça veut dire qu'elle est clé dans une autre relation. Pourquoi j'ai besoin de cette clé dans cette relation? C'est parce que elle me permet de faire référence à une autre relation. R1 et R2 sont deux relations. On appelle clé étrangère ou clé externe dans R1, donc elle existe dans R1, tout attribut ou groupe d'attributs X de R1 qui apparaît comme clé primaire ou clé unique Y dans R2. Donc, j'ai la relation R2, elle a par exemple la clé primaire. Cette clé, elle existe dans R1.
mais elle existe comme clé étrangère. D'accord? Elle ne sera pas une propriété de R1 parce que c'est une propriété de R2. Ce n'est pas une propriété de R1, mais elle permet de relier les tuples de R1 aux tuples de R2. J'expliquais tout à l'heure, je vous ai dit qu'on n'a pas la notion d'association qui sont représentées directement dans le modèle relationnel. Comme dans le MCD, vous aviez des individus qui sont liés entre eux par des associations de façon explicite, c'est-à-dire vous définissez vos associations de façon explicite. Dans le modèle relationnel, les associations sont définies implicitement ou indirectement en utilisant cette notion de... Bon, pour certaines associations, elles sont représentées sous forme de clés étrangères. Vous m'avez dit que vous avez fait un exercice sur le règle de passage du modèle MCD au modèle MLD. Quand vous traduisez le lien AN, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer? Vous avez par exemple, dans le MCD, vous avez étudiant-section. Un étudiant qui est inscrit dans une seule section, donc c'est un 1 au niveau étudiant, et une section qui contient plusieurs étudiants, c'est un N. Comment vous traduisez ça dans le MLD? Oui, mademoiselle? Alors, le père va émigrer vers le fils. Très bien. Et ici, c'est qui le père? Identifiant à l'étudiant, on devient un client étranger dans la section. Voyez bien. La section. Très bien. La clé de l'entité côté 1N, la clé va migrer vers l'entité 1,1. Donc, la clé de la section, dans étudiant, c'est une clé étrangère. Dans l'étudiant, code section n'est pas une propriété propre à l'étudiant. Étudiant en tant qu'entité, ses propriétés sont le nom, le prénom, l'adresse. D'accord, ça, c'est des propriétés de matricule. Ça, c'est des propriétés qui sont propres à l'étudiant. Mais la section, non. Sa section, il est inscrit dans une section. Il appartient à une section, mais ce n'est pas une propriété intrinsèque, c'est-à-dire propre à l'étudiant. Donc, dans la relation étudiant, je trouve section. Ça me permet de retrouver donc, la section de cet étudiant. Par exemple, j'ai l'étudiant Mohamed. Bon, j'ai son matricule. Je vais connaître dans sa section, il y a combien d'étudiants. Donc, Mohamed, j'ai son matricule, je vois le code de sa section. Je vais dans la relation section, je vais chercher le code de cette section, je trouve le nombre d'étudiants de cette section. Donc, ça me permet de relier des relations entre elles, la clé étrangère. Donc, c'est ça le rôle de la clé étrangère. Donc, je répète la définition. Vous avez deux relations. On appelle clé étrangère ou clé externe tout attribut ou groupe d'attributs. Ça peut être composé grand X de R1 qui est clé primaire ou clé unique dans R2. Alors là, les gens, même des étudiants, ils confondent des fois. Pour eux, clé étrangère, c'est toujours la clé primaire. Bien non, ça peut être la clé primaire comme ça peut être une autre clé. Parce qu'on vient de voir la notion de clé candidate. On a dit qu'une relation peut avoir plusieurs clés candidates. D'accord? Donc, une clé étrangère fait référence à une clé candidate. Pas forcément la clé primaire. L'important, c'est que la clé à laquelle on fait référence, elle a la propriété d'unicité. D'accord? Parce que je suis au niveau de R1, je suis au niveau d'un tuple de R1, une ligne. Quand je vais accéder avec la valeur de la clé étrangère, je dois trouver une ligne dans R2 qui lui correspond. Par exemple, je suis dans étudiant, j'ai le code de la section. Ce code-là, il doit être unique dans la relation section. D'accord? Si ce n'est pas la clé primaire, ça doit être une clé candidate. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on dit clé primaire ou clé unique. Donc, ça veut dire que c'est une clé candidate. Alors, on dit que R2, celle qui contient la clé comme clé primaire, c'est la relation primaire. Et la relation qui contient la clé comme clé étrangère, on l'appelle relation secondaire. Donc, relation secondaire, c'est celle qui contient la clé étrangère et qui fait référence à la relation primaire. Ils peuvent avoir des noms différents. En général, dans la pratique, ils ont les mêmes noms. C'est-à-dire que si j'ai code S, la section s'appelle la clé s'appelle code S, au niveau de R étudiant, je vais appeler code S. Mais des fois, on peut changer le nom. Dans étudiant, il s'appelle section, par exemple, et dans la relation section, il s'appelle code S. D'accord? Dans ce cas-là, les deux attributs, on vous dit, ils doivent avoir le même domaine. D'accord?
le nom des attributs n'est pas important. Peu importe. Et qu'ils aient le même nom ou pas le même nom, c'est pas important. Le plus important, c'est qu'ils appartiennent au même domaine parce qu'ils doivent être compatibles. Une valeur qui est dans une relation, elle doit exister dans une autre relation. Donc, ça doit avoir le même type. Alors, ici, c'est un exemple. On vous dit la base de données suivante donc, contient département et employé. Donc, ici, le département qui contient le numéro du département, le nom du département, le budget du département. Employé, j'ai le numéro de l'employé, le nom de l'employé, le numéro du département auquel il appartient et son salaire. Donc, on voit bien que NumDept ici, numéro département, c'est une clé étrangère qui fait référence à département. Ça va me permettre de trouver, de reconnaître les départements, c'est-à-dire chaque employé, il appartient à quel département. D'accord? Donc, la clé primaire ici, département, la clé primaire, c'est le numéro du département. Pour l'employé, la clé primaire, c'est le numéro employé. Et j'ai une clé étrangère, c'est le numéro du département. D'accord? Si je prends, si vous vous rappelez les entités qu'on a pris tout à l'heure dans le modèle, dans le chapitre 1, entre fournisseurs, fourniture et pièces, vous vous rappelez dans le modèle Codazi, on a dit on a fournisseur, on a pièce. Si je représente le lien entre fournisseur et pièce dans le modèle relationnel, j'aurai fournisseur, c'est l'entité fournisseur, pièce, c'est l'entité pièce, et j'ai fourniture. Si c'était un MCD, vous auriez quoi? Vous auriez une association, d'accord? Si je fais le MCD qui me représente le lien entre fournisseur et pièce, j'aurai une association qui s'appelle fourniture, avec des liens un N des deux côtés. Un N ici, un N ici, c'est-à-dire un fournisseur fournit une et plusieurs pièces, et une pièce est fournie par un ou plusieurs fournisseurs. Dans les règles de passage, si vous vous rappelez, quand vous avez des liens un à plusieurs des deux côtés, on va construire une relation pour cette association. La clé de cette relation, c'est la concaténation des clés des deux entités. Et s'il y a des propriétés dans l'association, ce sera la propriété de cette relation. Donc ici, cette relation me permet de décrire l'association entre fournisseurs et pièces. Donc vous voyez que dans le modèle relationnel, tout est relation. Je n'ai pas association. C'est une relation, d'accord? Mais cette relation me permet d'exprimer les deux liens entre fournisseurs-pièces, de fournisseurs vers pièces ou bien de pièces vers fournisseurs, à travers cette relation. Alors, au niveau clé primaire ici, NF, c'est la clé primaire de fournisseur, NP, c'est la clé primaire de pièces, NFNP, c'est la clé composée qui constitue la clé de ma relation fourniture. Mais elle contient en même temps deux clés étrangères. NF seul, c'est une clé étrangère qui fait référence à un fournisseur. Et NP seul, c'est une clé étrangère qui fait référence à pièce. Les deux composés forment la clé primaire de fourniture. Il y a un concept qui est très important aussi, c'est le concept de dépendance fonctionnelle. Alors, la dépendance fonctionnelle va exprimer un lien entre, non pas des entités, mais ce sera un lien entre les attributs d'une même relation. Donc, soit R, une relation, X, un attribut ou un groupe d'attributs de R, Y, un attribut ou un groupe d'attributs de R. On dit que Y dépend fonctionnellement de X, ou bien, dans l'autre sens, X détermine Y, si et seulement si, étant donné une valeur de X dans R, il lui correspond toujours une valeur unique de Y dans R, quel que soit l'instant considéré. Quel que soit l'instant considéré, on dit pour n'importe quelle extension de R. Vous vous rappelez ce que j'ai dit, c'est quoi l'extension? C'est toutes les occurrences de R. Parce que R, c'est une relation qui peut changer dans le temps. À un moment donné, elle a un certain ensemble de tuples. Je peux insérer des tuples, je peux supprimer des tuples, d'accord?
On vous dit quel que soit l'instant, à tout moment durant la vie de cette relation, je dois avoir cette propriété vérifiée. Une valeur de x lui correspond toujours une seule valeur de y. Je ne peux pas trouver de tuple. Le même x lui correspond des y différents. Graphiquement, on note ça par x, une flèche vers y. Donc, c'est le x qui détermine y. C'est y qui dépend fonctionnellement de x. Donc, dans ce cas-là, x, c'est le déterminant. Y, c'est le dépendant. D'accord? Donc, ça, c'est la définition. On va voir un exemple maintenant. Cette relation-là, qui contient un ensemble d'occurrences ici, NF, ville, NP, quantité. Le fournisseur, numéro fournisseur, la ville, numéro pièce, quantité. C'est une relation, on la considère. On va chercher les dépendances fonctionnelles, mais en considérant uniquement cette extension. D'accord? Alors, si je ne considère que cette extension-là, quelles sont les dépendances fonctionnelles que j'ai? Alors, je vous pose la question. Est-ce que NF, le numéro fournisseur, détermine la ville? Oui ou non? Madame. Oui? Oui. Non, madame. Non? Non. Alors, Est-ce ceux qui disent non, madame. oui. Alors, pour ceux qui disent non, un seul répond, me dit pourquoi. Il me donne un contre-exemple. F1, c'est Alger, on a F4, c'est Alger. Est-ce que c'est un contre-exemple? Madame F1 Alger, F2 Tunis. Non. On a dit une valeur de NF. Est-ce que lui correspond toujours la même valeur de ville? Vous dites F1 et F2, c'est deux valeurs différentes. Est-ce que j'ai F1 quand vous dites, par exemple, F1 c'est Alger, est-ce que j'ai F1 une autre ville? Non. Non. Toujours Alger. Alger. F1 c'est toujours Alger. F2 par exemple, c'est Tunis. Est-ce que c'est une autre ville aussi? C'est toujours Tunis. F3 c'est toujours Tunis. F4 c'est toujours Alger. Donc le même NF, le même, lui correspond toujours la même ville. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire pour voir est-ce qu'il y a une DF, une dépendance fonctionnelle, par abréviation on dit DF, ça veut dire que le même NF, vous prenez la même valeur, vous trouvez deux valeurs différentes de l'autre attribut. D'accord? Pour dire qu'il n'y a pas de dépendance fonctionnelle. C'est bon? Donc, vous voyez bien. Donc, est-ce que j'ai une dépendance fonctionnelle entre NF et ville? Est-ce que NF détermine ville? Oui. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Donc, NF détermine ville. Alors, un autre exemple. Est-ce que NF détermine NP? Est-ce que NF détermine NP? Non, madame. Très bien. Un contre-exemple? Parce que F1 détermine P1 et P2 en même temps. Très bien. Donc là, vous avez compris. Donc là, le même NF lui correspond deux NP différents. D'accord? La même valeur de NF lui correspond deux valeurs différentes ou trois. Dans le cas de F1, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs différentes. D'accord? Le même F1 lui correspond six valeurs différentes de NP. Donc, NF ne détermine pas NP. Il n'y a pas de dépendance entre NF et NP. Avec la quantité maintenant, Oui, madame. la quantité, on remarque F1 c'est toujours 100, F2 c'est 200, F3 c'est 300, F4 c'est 400. Donc, c'est bon. Maintenant, je prends ville. Est-ce que ville détermine NF? Non, madame. Oui. Alors, Alger, que détermine Alger? Alger détermine F1. Je descends et je vois que Madame, Alger merci. détermine F4. Donc, Alger, la même ville, la même valeur de ville, lui correspond deux valeurs différentes de NF. D'accord? Donc, ville ne détermine pas NF, etc. Est-ce que vous avez compris cette notion de dépendance fonctionnelle? Maintenant, ici, on vous a donné des exemples. Ici, où c'est composé, on vous dit NF, NP détermine quantité. Donc, F1, P1, est-ce que c'est toujours la même quantité?
Oui, Oui, madame. très bien. Donc F1, P1 ou F2, F1, P2 la même chose, F1, P3 la même chose. D'accord, donc NF, NP détermine ville, la même chose. Vous prenez le même NF, le même NP. Est-ce que ça détermine la ville? Vous allez trouver toujours la même ville. On vous dit que NF, NP détermine NP. C'est-à-dire quand le membre qu'on détermine fait partie du membre gauche, fait partie du déterminant, c'est une def qui est toujours vérifiée. Est-ce que vous êtes d'accord qu'elle est toujours vérifiée? Oui, parce qu'elle est inclue. D'accord. Parce que quelle que soit la ligne que vous prenez ici, quelle que soit la ligne que vous prenez, F2 Tunis, est-ce que je peux trouver à la place de Tunis autre chose? Si je trouve F2 Tunis, quelle que soit la ligne, quand c'est F2 Tunis, ce sera toujours Tunis, puisque c'est la même colonne. Donc quand le membre droit fait partie du membre gauche, c'est-à-dire quand le dépendant fait partie du déterminant, la DF est forcément vérifiée. Elle existe, cette DF. On n'a pas à la vérifier, c'est une DF, on dit que c'est une DF triviale. Alors la remarque, si X est une clé candidate de R, alors tous les attributs Y de la relation R sont en dépendance fonctionnelle de X. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette remarque? Ça veut dire que X détermine tous les autres attributs. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que si X est une clé candidate, c'est quoi la définition d'une clé candidate? On a dit une clé candidate, ça veut dire qu'elle a, j'ai pas à ce niveau de l'exemple. Parce qu'elle est unique normalement. Oui, je vais remonter à l'exemple là. Si NP par exemple, NP c'est la clé ici, d'accord? C'est une clé candidate. On a dit qu'on ne peut pas avoir deux tuples différents qui contiennent la même clé. Elle est unique, d'accord? Si elle est unique, P1, je ne peux pas trouver P1 ailleurs. Ça veut dire P1 lui correspond un seul nom, un seul matériau, un seul poids, une seule ville. Ça veut dire que NP détermine le nom, détermine le matériau, détermine le poids, détermine ville. Est-ce que vous avez compris? Pour le même numéro NP, il lui correspond un seul nom. Chaque valeur de NP lui correspond une seule valeur de nom, une seule valeur de matériau, une seule valeur de poids, une seule valeur de ville. D'accord? Donc, il y a une dépendance fonctionnelle entre la clé candidate et tous les autres attributs. On peut représenter graphiquement les dépendances fonctionnelles entre les différents attributs. Donc ici, vous avez les flèches, c'est les dépendances fonctionnelles. NF, c'est la clé de fournisseur. Et donc, on a dit qu'il y a des dépendances fonctionnelles entre la clé et les autres attributs de la relation fournisseur. Donc, NF détermine le nom, détermine le code, détermine la ville. Ici, c'est les informations de pièces, la relation pièce. NP, c'est la clé de pièce. Et donc, il y a une dépendance entre NP et le nom et le matériau, le poids et ville. On vient de dire qu'entre la clé, il y a une dépendance entre la clé et tous les autres attributs. Si je prends NF, NP composé, on a dit tout à l'heure, on a vu tout à l'heure dans l'exemple, c'est-à-dire que ça détermine la quantité. C'est-à-dire si je connais le numéro fournisseur, je connais le numéro de NP, on a vu ça dans la relation fourniture. La relation fourniture, la clé, c'était NF-NP. Et donc, ça détermine toujours une seule quantité. D'accord? Donc, j'ai représenté graphiquement mes dépendances fonctionnelles. Ici, on appelle ça diagramme ou graphe de dépendance fonctionnelle. D'accord? Les nœuds sont les attributs. Les arcs entre les attributs représentent les dépendances fonctionnelles, d'accord, du déterminant vers le dépendant. Alors, on va voir maintenant les axiomes d'Armstrong. C'est des règles d'inférence qui vont nous permettre de dériver d'autres DF. Premier axiome, c'est la réflexivité. Si on suppose qu'on a une relation qui s'appelle R et ABC, trois sous-ensembles de R, trois sous-ensembles d'attributs de R. D'accord? C'est-à-dire que A n'est pas forcément un seul attribut, B n'est pas forcément un seul attribut, C n'est pas forcément un seul attribut. C'est des groupes d'attributs de R. D'accord? La réflexivité, on vous dit que si B est un sous-ensemble de A, alors A
détermine B est une DF, c'est-à-dire on a la dépendance fonctionnelle entre A et B. A détermine B. On appelle ça une dépendance fonctionnelle triviale. On a eu le cas ici tout à l'heure dans l'exemple, dans cette relation, nous avons vu NF, NP qui détermine NP. On a vérifié, on a dit qu'elle est toujours vérifiée. NF, NP détermine NF, c'est toujours vérifié. On a le dépendant qui est inclus dans le déterminant. Ça, c'est le grand X, ça, c'est le grand Y. Et le Y appartient, il est inclus dans le X. D'accord? Donc, dans ce cas-là, c'est une DF qui est toujours vérifiée. On n'a pas à la démontrer. C'est une DF triviale. L'augmentation, si A détermine B, donc si j'ai la dépendance fonctionnelle entre A et B, alors si j'augmente les deux côtés par la même chose, par le même attribut ou groupe d'attributs, l'ADF reste toujours vérifiée. AC détermine BC. Vous pouvez vérifier ça ici, dans l'exemple. On avait trouvé que NF détermine ville, c'est ça. NF détermine ville. Donc, si j'ajoute du côté de NF, par exemple, NP, NF, NP, est-ce que ça détermine ville NP? Parce qu'on a NF détermine ville, le même fournisseur lui correspond toujours, ville. Je vais mettre à gauche NP et à droite NP, le même attribut, d'accord? Donc, est-ce que j'ai NF détermine, NF virgule NP détermine ville de virgule NP? Alors, F1 détermine Alger. J'ai F1P1, est-ce qu'il détermine AGP1? Est-ce que F1, F2P1 détermine Tunis P1? C'est toujours vérifié. Si je mets F1P1, est-ce que ça peut être Alger P2, par exemple? Je mets F1, P1. Est-ce que ça lui correspond Alger P2? Non, puisque c'est P1, c'est la même colonne. Donc, ce sera forcément Alger P1. Donc, ça, c'est l'augmentation. Donc, si A détermine B, j'ajoute le même attribut à gauche et à droite, la DF reste vérifiée. Si A détermine B, B détermine C, alors A détermine C. La dépendance fonctionnelle est transitive. C'est-à-dire que si j'ai, on va voir si on a un exemple, si on peut trouver un exemple ici. Madame, Oui. quantité détermine ville, non? 200, c'est quantité, c'est une seule. 300, c'est une seule, oui. Mais est-ce que j'ai NF détermine quantité? Est-ce que NF détermine quantité? Oui. NF détermine quantité. D'accord. Donc, j'ai NF détermine quantité. Quantité détermine ville. Est-ce que NF détermine ville? Ah non, quantité ne détermine pas ville. 100, c'est toujours Alger. 200, c'est toujours Tunis. 300, c'est Tunis. Tunis, 300 Tunis. Oui, c'est de quantité vers ville, pas ville vers quantité. Quantité. Tout 200. Ah, d'accord, d'accord. D'accord. Oui, oui, oui. Il faut faire attention au sens. Bien sûr, j'attire votre attention. Ici, je suis en train de voir les DF dans cet exemple. Comme ça nous permet de voir des choses. Mais ce n'est pas de vrai DF. Hein, parce que là, quantité ici, elle détermine Alger. Enfin, quantité détermine ville. C'est dans cette extension. Mais je peux, par exemple, quand on va changer, ajouter des valeurs dans cette relation, peut-être que c'est des DF qui ne vont pas être vérifiés. D'accord, donc il faut faire attention. Ici, on est en train de voir ces DF par rapport à cette extension pour nous permettre de voir les choses, mais elles ne sont pas vraiment des DF, parce que les DF, on a dit, c'est des DF qui doivent être vérifiés tout le temps. Comme je dis par exemple, le matricule détermine le nom. Un étudiant, il a un seul matricule, un seul nom, donc matricule détermine le nom, c'est toujours vrai. Par contre, ici, c'est vrai dans cette extension. D'accord, donc on a dit NF détermine quantité, quantité détermine ville, Donc, NF détermine et on a ville. trouvé NF détermine ville aussi. D'accord? C'est la transitivité. Parce que NF lui correspond toujours la même quantité.
La même quantité lui correspond toujours à la même ville. Donc, automatiquement, le même NF lui correspond à la même ville aussi. Donc, c'est la transitivité. Donc, nous avons vu la réflexivité, l'augmentation, la transitivité.